envisager la suite de l'histoire sur les marchés, essayons déjà de bien comprendre quels sont les messages et les signaux envoyés par les marchés justement à travers cette période estivale. Et c'est Alain Bokobza qui est à mes côtés en plateau, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour. Effectivement, c'est la bonne période de rentrée pour regarder un petit peu ce qui s'est passé cet été sur les marchés. Les marchés qui sont retombés alors dans un schéma qui a beaucoup porté les investisseurs au cours des dernières années, ce qu'on a décrit comme le schéma Goldilocks, boucle d'or, ni trop chaud, ni trop tiède. Toutes les classes d'actifs ont payé, c'est-à-dire qu'on avait à la fois un rallye obligataire, les taux se détendaient, et en même temps, le rallye action, toujours, bon, avec des changements de style, les valeurs croissance étant plutôt revenues sur le devant de la scène, avec justement la détente des taux obligataires. Quels sont les messages que l'on peut peut-être extraire de ce schéma de marché Goldilocks qu'on a pu à nouveau constater au cours des derniers mois, Alain? Alors, courant juin, on avait évoqué dans les prévisions l'idée qu'on était probablement dans le courant du deuxième trimestre sur un pic de croissance. Et qu'à partir de là, au niveau mondial, on pourrait avoir des déceptions. C'est le cas en Chine, où on a des révisions fortement baissières sur les attentes de croissance. Et on a le tout début des révisions un peu baissières sur les États-Unis, sur des chiffres qui restent très généreux pour 2022, mais on commence à avoir de toutes petites révisions baissières. Ça, c'est l'idée du pic de croissance. Et ça veut donc dire aussi dans des marchés qui étaient dans une toile de fond presque surchauffée, trop d'accélération de croissance, des chiffres d'inflation qui n'arrêtaient pas de monter, le prix des matières premières, on parlait à l'époque d'un super cycle, si vous vous souvenez, bien sûr, avant l'été. Bien sûr, le terme a été prononcé plusieurs fois ici, sur ce plateau. Voilà, et plus personne n'en parle en juin. C'est vrai aussi. Mais tout simplement parce que l'été a démontré que ce pic de croissance qui était prévisible, non pas qu'on revient en récession, mais on arrête d'accélérer, est en train de se produire. On sort donc d'une période où on avait craint la surchauffe généralisée de partout, qui provoquait des tensions sur les taux d'intérêt haussières, et qui aurait pu, à un moment donné, déstabiliser les marchés d'actions, parce que les marchés d'actions ont une capacité à résister à des hausses de taux jusqu'à un certain point. Donc là, l'été, c'est quelque part un ouf de soulagement, en disant on reste sur des rythmes de croissance très généreux, moins importants, moins de risques de dérapage grave inflationniste, et on a éradiqué la thèse du super cycle sur les matières premières. Les matières premières restent élevées en prix, elles sont toutes très bien tenues pendant l'été, mais on a arrêté de monter comme on le faisait depuis quelque part l'été 2020. Dans quelle situation est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Et c'est la question que je voulais vous poser, parce que je trouve que c'est une très bonne question, et ça fait partie d'ailleurs de le dernier papier que vous avez pu signer chez Société Générale CIB. Est-ce que les investisseurs sont risk-on ou risk-off en cette rentrée? Justement, le fait de retrouver ce schéma Goldilocks, vous dites, il y a eu un phénomène un peu de soulagement, on ne va pas exploser les compteurs, on ne va pas aller au bout de la surchauffe, donc les choses se détendent, soulagement des investisseurs. Où en sont-ils aujourd'hui, justement, Alain? Je répondrai risk-on, mais à savoir qu'on a vu des progressions sur les marchés d'actions régulières sans accélération, sans volatilité. On a vu des marchés des obligations privées, le marché du crédit resté sur des niveaux d'écart de taux avec les obligations d'État très faibles, sans continuer à se compresser. Et un marché obligataire d'État qui, lui, s'est bien tenu. Et donc, on a des actifs risqués d'un côté, le risk-on, à la fois des actions et du crédit, mais on va rajouter les obligations d'État au cas où. D'accord ? Et c'est ça qui explique un petit peu le fait, j'ai des actifs risqués, mais si ça devait ne pas marcher, je vais avoir de la protection sur les obligations d'État, et notamment américaines. C'est une position d'attente. Qu'est-ce que ça nous dit du coup d'après, d'une certaine manière, si on est un peu plus dans la prospective en matière de stratégie et d'allocation d'actifs, Alain? Alors là, on est un peu entre deux, à savoir que les marchés ont intégré la sortie du risque de surchauffe, avec des banques centrales qui nous disent on va sortir d'un stimulus extrême, on va le réduire, les gouvernements disparaissent sur toutes les injections qui ont été faites pour aider les secteurs qui en avaient besoin. Certains continuent d'en avoir besoin, d'autres moins. Donc on voit que les stimulus extrêmes vont graduellement ou plus rapidement que prévu se retirer. Et donc ça crée du risque dans les marchés, à la fois sur les obligations d'État et sur les marchés d'actions. Donc notre grand message, c'est qu'on est un peu entre deux.
On sort d'une période où tout a été agréable et les banques centrales commencent à préparer sérieusement le terrain. Dans la discussion qu'il y avait il y a quelques minutes, c'est comment, quelle date, etc. Mais il y avait des convictions très fortes que je partage, exprimées, comme quoi il y a une partie du stimulus qui va être retirée. Ouais. Et les marchés sont aujourd'hui inondés de liquidités, comme l'économie dans son ensemble. Les marchés immobiliers restent très porteurs, aussi parce qu'il y a beaucoup d'utilité de taux bas. Et il y a une partie du stimulus de crise qui correspondait à une crise aiguë qui n'a plus lieu d'être. Ouais. Et ça va créer du risque, non pas un risque extrême d'écroulement de tout le système, mais ça va provoquer une période qui va sans doute être un petit peu plus compliquée en matière d'investissement. C'est pas le tantrum de 2013, qui était une des grandes erreurs de communication de la part des banques centrales, de la Fed en l'occurrence. Ce scénario-là, vous ne le voyez pas dans le radar aujourd'hui, mais c'est plus non plus le chemin aussi facile sur les marchés qu'on a pu avoir sur les trimestres précédents, oui. Ou depuis mars 2020. Littéralement, le tantrum, c'est l'image d'un petit enfant, disons 3 ans, à qui vous va demander un bonbon et qui va rentrer dans une période de crise aiguë en disant « je veux mon bonbon » et on ne peut pas le contrôler. Ouais. C'est ça le tantrum, la traduction littérale. Donc là, c'était une communication déficiente à l'époque, en 2013, de la Réserve fédérale américaine. Ils ont appris de leurs erreurs. La BCE n'avait pas fait cette erreur-là, mais tous les marchés obligataires avaient été appréciés et tous les autres marchés. Donc là, il y a un travail sur la communication, ce qu'on appelle en franglais le forward guidance. Comment ils vont piloter la sortie de politique monétaire de crise. Moi, je lis, ils vont sortir de la politique monétaire de crise avec une communication meilleure. Donc on évite les régimes de volatilité inutiles ou inutilement élevés. Donc là, on passe. C'est pas pour ça que le fait de retirer des stimuli extrêmes, on sortira indemne avec tous les secteurs et tous les marchés obligataires qui vont continuer à bien performer. Donc on entre dans une période où il faut préparer, quelle que soit la nature des gestions et du capital investi, il faut commencer à préparer le terrain pour une période qui va être un peu plus disputée. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans les allocations que vous pilotez, Alain, les conseils, les recommandations que vous pouvez émettre? Qu'est-ce qu'il faut avoir en portefeuille? Où est-ce qu'il faut être positionné? Qu'est-ce qu'il faut peut-être lâcher, abandonner? Alors, pour l'instant, dans l'équipe, on n'est pas dans une période où on recommande du risk-off en disant vendez tout et allez cacher le capital pour préparer une période de turbulence extrême. On n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On mentionne juste que des progressions exceptionnelles sur des vitesses très rapides sur les marchés d'actions sont sans aucun doute derrière nous. Et le rythme de croissance peut continuer, mais sur des rythmes plus modestes. Et à partir de là, des stratégies qu'on peut faire réapparaître dans les portefeuilles sont des stratégies, par exemple, de rendement sur les marchés d'actions, puisque les dividendes ont été très perturbés pendant la crise, les rachats d'actions ont disparu, et la rentabilité du capital des entreprises qui est bonne et meilleure. Les résultats des entreprises ont été très bons pendant le deuxième trimestre, donc ça va permettre la restauration des politiques de distribution et donc des stratégies adossées aux stratégies income, au rachat d'actions peuvent bien performer. Une partie de la surperformance des valeurs de croissance est aussi due à ça, parce qu'elles sont très généreuses en rachat d'actions. Celles qui génèrent beaucoup d'autofinancement génèrent un peu de dividendes et surtout des rachats d'actions. Et ça performe bien. Ouais. Les valeurs tech américaines emblématiques, Microsoft, Apple, sont parmi les plus gros payeurs de dividendes et les plus gros racheteurs d'actions aujourd'hui au monde. Ça arrive en Europe aussi. Ouais. Donc il y a des dividendes qui ont dû être coupés pour des raisons évidentes et qui vont graduellement ou plus rapidement être restaurés. Ouais. Et si les politiques de dividendes seront sans doute moins généreuses que ce qu'elles ont pu être dans l'histoire de l'Europe, peut-être qu'il y a plus de rachats d'actions. Donc ça, c'est des nouvelles stratégies qu'il faut aller préparer, garnir, et un peu dans toutes les régions avec des différenciations. Ouais, on revient à une forme de fondamentaux boursiers, c'est-à-dire le rendement de mon action, le dividende payé, le coupon que je vais toucher. Donc ces secteurs-là à fort rendement, ou en tout cas qui offrent de la visibilité sur leur rendement, sont à privilégier. Sur les thèmes plus cycliques, parce que tous les signaux ne sont pas encore forcément très cohérents. On a évoqué les matières premières. Qu'est-ce qu'on fait avec les matières premières? Est-ce qu'on est encore dans une phase du cycle avec des problèmes d'offres, supply side, des problèmes d'étranglement, de goulot d'étranglement, effectivement, qui, sur le plan de l'investissement, sur le plan boursier, peuvent justifier qu'on soit encore positionné sur certains thèmes très cycliques? Est-ce que c'est déjà des thèmes qui sont épuisés d'une certaine manière? Alors, nous n'étions pas, et nous restons,
à l'antithèse d'un super cycle sur le prix des matières premières. Donc ça, c'est très important parce que c'est une toile de fond de moyen terme. Certains disent ça peut encore prendre 50 ou 100%. C'est pas notre thèse. Ça peut toujours arriver, mais c'est pas notre thèse. Ça ne l'était pas et ça ne l'est toujours pas. Jusqu'à présent, c'est plutôt nous qui avons raison sur ce qu'on a pu voir. Donc là, il y a moins de progression et certaines matières premières comme le cuivre vont commencer à baisser un peu, même si ça reste cher. Et deuxièmement, on voit l'extrême sensibilité avec ce qui s'est passé en Guinée, qui est un très gros producteur de bauxite, qui est la base de l'aluminium. Les prix de l'aluminium ont flambé sur les dernières heures. Un problème d'offre provoque immédiatement des secousses de volatilité sur le prix des matières premières. Donc là, il faut rester vigilant. Le marché du pétrole peut rester alerte aussi sur ce type d'informations. Bref, donc globalement, le ralentissement de la Chine, qui est profond, c'est pas pour ça qu'ils vont en récession, mais ils reviennent sur des rythmes de croissance, n'est pas très bon pour les matières premières industrielles, entre autres le cuivre. Le pétrole a déjà très très bien progressé. Et s'il devait y avoir un accord avec l'Iran, la production iranienne, qui est autour de 2 millions, 2 millions de barils an, peut revenir sur les marchés. Donc on a sans doute fait déjà un grand progrès sur le marché du pétrole. Et l'or, pour nous, était très à la traîne. Parce qu'on a vu les taux d'intérêt réels profondément devenir négatifs pendant le courant de l'été. Et normalement, l'or, en tant que classe d'actifs, est très sensible aux taux d'intérêt réels. Donc là, c'est... Il y a une sous-réaction, vous dites, de l'or par rapport à ce phénomène de baisse continue des taux réels. Des taux d'intérêt réels, tout à fait. Ouais. Donc, dans l'univers des matières premières, globalement, on est moins agressif que ce qu'on a pu être. Mais il y a peut-être une opportunité sur l'offre. Il y a des ETF, il y a des groupes orifères qui peuvent être cotés. On va plutôt mettre l'accent sur... on l'a dit un petit peu trop tôt, mais on reste sur cette idée inchangée, confortable sur le marché de l'or. Pour terminer sur la Chine, Alain, qui est peut-être le grand sujet, en tout cas le sujet qui évolue en cette rentrée 2021. Ralentissement conjoncturel assez marqué là, en cette fin d'été. Au-delà de ça, toute la grande reprogrammation politique initiée par Pékin, alors qui va au-delà du simple fine-tuning, d'ajustement ici et là, compagnie spécifique. C'est beaucoup plus large que ça. On parle communisme 2.0, une nouvelle séquence tournée vers le peuple après l'ère tourner vers le capital dans le monde chinois. Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur sur des horizons de temps de moyen long terme? Est-ce que c'est un game changer structurel pour les allocations d'actifs mondiales? Nous, on ne va pas revenir sur l'idée qu'on a besoin de diversification quand on construit un portefeuille, de diversification par classe d'actifs, de diversification géographique. L'économie chinoise est la deuxième du monde, avec des marchés qui s'ouvrent, que ce soit les marchés obligataires, les marchés actions ou les marchés d'échange. Donc on va garder comme axe stratégique de diversification de l'investissement en Chine continentale. Maintenant, il faut être adossé à la vision que les dirigeants développent d'un pays. Si vous vous mettez contre la vision d'une réglementation régionale, si vous avez bâti un portefeuille anti-ESG et que vous investissez dans les actions européennes ou les marchés obligataires européens, vous allez avoir des problèmes de performance. Parce que la philosophie d'ensemble, c'est qu'il faut avancer vers une finance et une économie plus propres et donc d'avoir des filtres ESG. Tout le monde fait ça, mais vous vous mettez dans le sens du vent quelque part. Donc là, il y a un nouvel environnement réglementaire qui va dans un sens qui est très clair, de meilleure protection des consommateurs sur le RGPD chinois. Je ne sais pas comment ça se traduirait. On comprend l'idée. Ça avance dans cette direction-là. Ça avance sur la protection des consommateurs, notamment des plus jeunes sur les jeux vidéo, vers un certain nombre de protections qui font sens d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue policy, on dirait en anglais. Maintenant, l'exécution est extrêmement rapide et surtout très brutale parce qu'ils n'ont pas envoyé de clignotants. Ou s'ils les envoyaient, ils étaient un peu cachés. Donc c'est la brutalité des annonces, toutes concentrées sur une période très courte, depuis juillet, qui a provoqué des reparamétrages de cours sur une partie de la cote. En revanche, sur ce qu'on appelle la prospérité commune, qui est la nouvelle idée que lancent les dirigeants politiques, une partie de la cote en Chine qui marche très très bien, et notamment la partie verte, la réponse au changement climatique, certaines des nouvelles technologies. Donc c'est un reparamétrage des thèmes de long terme à l'intérieur des actions chinoises qui est important. Et bien sûr, dans une phase de ralentissement à partir de niveaux extrêmement élevés de l'économie chinoise, les obligations chinoises restent un vecteur essentiel, avec du rendement. Il ne s'agit pas de tirer un trait sur la Chine en tant qu'investisseur.
Merci beaucoup Alain, merci pour vos éclairages du moment sur l'analyse de marché et puis les convictions que vous êtes venu partager en matière de stratégie et d'allocation d'actifs. Alain Bocobza qui était avec nous en plateau dans cette édition Smart Bourse de la mi-journée sur Bismart, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale CIB. On se retrouve ce soir en direct à 17h.